Le service de renseignement de la Confédération au cœur de la tourmente. Pas un jour, on a envie de dire pas une demi-journée ne se passe sans son lot de révélations dans cette affaire de l'espion suisse arrêté en Allemagne. On l'a encore entendu tout à l'heure avec l'enquête de notre collègue Ludovic Rocky qui pointait les dysfonctionnements. Ce qui intrigue, c'est qu'il semble avoir été repéré par les autorités allemandes suite à une interpellation de la justice suisse, du ministère public de la Confédération. On va donc s'intéresser ce matin à cet univers un peu tortueux et un peu opaque de la sécurité nationale avec un spécialiste, Christian Agroum. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Lausanne. Vous êtes conseiller en cybersécurité, spécialiste en sûreté et gestion de crise dans le cadre de votre société Socoa à Lausanne, mais c'était en France que vous avez effectué la majeure partie de votre carrière. Vous avez été notamment le chef de la lutte contre la cybercriminalité. C'est pas rien. On y viendra d'ailleurs à travers les questions de big data dans un instant. Quand vous entendez qu'ici, en Suisse, qui est un pays que vous commencez à connaître très très bien, Christian Agroum, le gouvernement reconnaît publiquement avoir été impliqué dans une opération d'espionnage délicate, qu'est-ce que vous vous dites quand on a une déclaration du gouvernement? Vous dites que c'est une erreur de débutant ou au contraire une louable transparence? Je me permettrai pas de dire que c'est une erreur de débutant. C'est toujours facile de juger a posteriori des affaires de ce type et d'en avoir un avis tranché. Il faut se remettre dans la peau de ceux qui traitent ces dossiers. Ils le font avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de sincérité. Et malheureusement, c'est qu'une science humaine dans laquelle on peut se tromper. Il y a un souci de transparence derrière qui est louable, qui est compréhensible. À partir du moment où c'est fait prendre, le plus simple, c'est quand même de reconnaître les faits pour un service d'État. On ne dit pas qu'il ne faut jamais rien avouer quand on se fait prendre dans le monde de l'espionnage, non? Alors, il ne faut rien avouer pour celui qui s'est fait prendre. Après, à partir du moment où l'ensemble du dispositif est mis en exergue, à partir du moment où l'ensemble du dispositif et ses failles supposées sont montrées du doigt, il appartient aux autorités de l'État, oui, de le reconnaître et d'essayer de faire avancer les choses. Après, parler trop longtemps d'un dossier comme celui-là, c'est pas servir le dossier, c'est pas servir les autorités, c'est pas servir les services. Bien au contraire, ce sont des dossiers qui demandent à être traités qui demandent à être faits, commis avec le plus grand secret, naturellement, ça les secrets oblige, mais qui demandent à être traités après et réparés ensuite, avec beaucoup de discrétion. Comment est-ce qu'on peut réparer les choses? J'ai l'impression que là, maintenant, elles sont dans toute la presse depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est réparable? Oui, bien sûr que c'est réparable. C'est réparable à partir du moment où on prend en compte la situation et où on fait patte blanche et où on réorganise la manière peut-être de travailler de certains et puis où l'on donne les moyens aux services de pouvoir poursuivre leur activité. Vous auriez quelques pistes à proposer au service de renseignement de la Confédération là, mais qu'est-ce qu'on devrait réorganiser? C'est vrai qu'on vit une époque depuis 10 ans, 15 ans où au fond tout est public. Ça doit être de plus en plus difficile de travailler dans le monde de l'espionnage et du contre-espionnage, vu que maintenant tout se retrouve sur le net, tout fuite. Qu'est-ce qu'il faudrait changer là, selon vous, selon ce que vous percevez de la situation? Alors je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à changer dans les médias, puisqu'on vit l'histoire dans laquelle on baigne, et que de toute façon, on ne va pas pouvoir y changer grand-chose. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour les services de renseignement de pouvoir travailler efficacement dans un brouhaha permanent, oui. Dans un brouhaha des médias, alors non pas les médias télévisés, etc., l'ensemble des médias, c'est les réseaux sociaux, etc., qui conduisent à recueillir de l'information beaucoup plus rapidement que de nécessaire et qui ne laisse pas au service de renseignement le temps qu'il faut à la gestion cohérente des renseignements en question. Les temps ne sont pas les mêmes. Les temps ne sont pas les mêmes. Le temps de la cyber n'est pas celui qui est utile à une enquête traditionnelle. Et pourtant, il faut le prendre en compte. Et pourtant, les services de renseignement, les services de manière générale de police et de renseignement ont besoin de travailler sur cette difficulté, de travailler de manière cohérente, avec les moyens nécessaires, avec le volume de personnel suffisant et l'efficacité internationale qu'il faut rechercher. Oui, alors on reviendra sur des questions de cybersécurité, de moyens y afférents. Christian Agroum, juste quand même, vous êtes français, vous connaissez évidemment particulièrement bien ce qui se passe en France. Un espion suisse arrêté par son propre pays, c'est-à-dire sur mandat du ministère public de la Confédération, est-ce qu'une telle chose aurait pu se passer en France ?
Oui, bien sûr, et je pense même que c'est déjà arrivé. Ça me surprendrait pas que ce soit déjà arrivé. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une dichotomie entre le métier du renseignement et le métier judiciaire. Ce sont deux choses totalement différentes. On est sur, et pourtant très complémentaires, on est sur deux manières de travailler qui sont distinctes, qui se rencontrent à des moments ultimes, alors qu'ils devraient ne jamais se rencontrer en réalité. On voit ça tout particulièrement dans la lutte antiterroriste, par exemple, ou dans la lutte contre le crime organisé, dans laquelle les services de renseignement ont pris une part d'activité maintenant, depuis la chute du mur de Berlin, qui les a conduits à réorienter leur activité. Et l'activité des services de renseignement maintenant, elle est à la fois une activité économique, et cette affaire le démontre, il y a une recherche de renseignement économique, et puis un gros travail sur le terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée. Effectivement, on connaît la séparation des pouvoirs, mais cela dit, la raison d'État, est-ce que la raison d'État ne commande pas parfois quand même que le politique bride le judiciaire? En gros, là, on aurait dû dire au ministère public de la Confédération, étouffez l'affaire, ne la sortez pas, n'allez pas livrer cet homme en pâture. Est-ce qu'on n'aurait pas dû invoquer la raison d'État, là? Je ne sais pas jusqu'où la raison d'État peut aller, tout particulièrement en Suisse. C'est pas à moi d'en juger, je suis français. En France, elle peut aller jusqu'où dans une affaire pareille? En France, dans un cas comme celui-là, on se serait retrouvé dans la même situation. Il est quand même délicat de pouvoir se prévaloir d'une démocratie et d'écraser les pouvoirs judiciaires. C'est pas cohérent. Ça se fait jamais. Officiellement, ça se fait jamais. Et officieusement? Officieusement, il y a une manière de monter les dossiers qui devrait permettre d'éviter d'arriver dans cette situation-là. Donc on n'est pas dans l'officieux, on est dans la procédure, l'organisation procédurale et l'organisation, non pas de la procédure judiciaire, de la procédure d'ensemble de gestion d'un dossier tel qu'il doit être géré. Donc officieusement, on arrive à faire en sorte que ce soit assez étanche pour que ça ne transpire pas jusqu'au ministère public ou en France au pouvoir judiciaire. Non, c'est plus compliqué que ça. Pardon, je l'interprète comme ça. Non, je me suis mal exprimé. Non, la manière dont le service de renseignement travaille doit lui permettre de ne pas se faire mordre, comme on dit en termes... voilà. C'est-à-dire qu'il doit monter son opération de manière à ne pas avoir à être repéré par un service judiciaire. C'est là toute la difficulté. Et pour ça, et ça a été très bien écrit dans votre reportage précédent, pour ça, il faut multiplier les coupe-feux, ce qu'on appelle les coupe-feux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les interférences qu'il peut y avoir dans le dossier de manière à faire avancer des avatars, en quelque sorte. Et là, il n'y a pas eu de coupe-feu, parce que le service de renseignement de la Confédération... Écoutez, je ne connais pas le fond du dossier. Il a directement traité avec un privé qui était un ancien policier, sans passer par des intermédiaires. Laissons l'enquête se faire, et puis on la jugera par la suite. Mais est-ce que c'est une erreur, a priori, ça, de directement traiter avec un privé quand on est un service de renseignement, de ne pas passer par des coupe-feu? A priori, c'est une erreur, oui. Ouais. En dehors du dossier, parce que je ne connais pas le dossier, mais sur le b.a.-ba du travail des services, quel qu'il soit, c'est une erreur, oui. Oui, ça c'est une réponse très claire en l'occurrence, parce que ça vaut pour tous les services. Alors on a cette information révélée par le Tages-Anzeiger que vous avez lu, Stéphane Delory, ce matin, qui pose des questions en plein scandale de cet espion suisse arrêté à Francfort. La Suisse et l'Allemagne, et on va commenter ça ensuite, Christian Ingroum, ont signé un accord de non-espionnage réciproque. Expliquez-nous. Berne et Berlin se sont en fait mis d'accord pour ne plus mener d'actes d'espionnage sur leur territoire. Donc mutuellement, on ne s'espionnera plus à partir du 1er janvier de cette année. Alors ce pacte secret entre voisins redevenus amis après les tensions, on s'en souvient, liées au vol de données bancaires. Alors les parlementaires disent n'avoir pas été informés de cet accord et certains ne cachent pas leur scepticisme. C'est le cas par exemple de Walter Müller. Est-ce que c'est simplement un gentleman agreement ou alors est-ce que cet accord a une véritable portée juridique? Ça c'est la question. Et puis le Tages-Anzeiger rappelle que les exemples récents d'espionnage entre pays amis sont nombreux, à commencer, on s'en souvient, par la mise sur écoute du téléphone portable de la chancelière allemande, par la NSA américaine. Angela Merkel avait alors tenté de négocier un accord de non-espionnage précisément avec les États-Unis, mais sans succès. Visiblement, ce genre d'accord est plus facile à signer avec un petit pays. Christian Ingroum, est-ce qu'on peut croire à ce genre d'accord de non-espionnage? Est-ce que ça fonctionne? Écoutez, ça me fait penser à... Ça me fait penser à la bataille de Fontenoy au XVIIIe siècle, où le maréchal de Saxe disait « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Et puis on a gagné la bataille. L'espionnage, c'est aussi un élément central des démocraties.
C'est-à-dire que c'est aussi un outil qui permet aux démocraties de pouvoir exprimer leurs compétences, puisqu'il faut de toute façon connaître un petit peu ce qui se passe à l'étranger et protéger ses propres intérêts, et aider son pays à protéger ses propres intérêts. Un gentleman agreement, très bien, très bien, très bien. Combien de temps est-ce qu'il durera? Est-ce qu'on arrivera à le valider sur le long terme? Je ne suis pas tout à fait sûr, j'espère, tant mieux. Je sais qu'à l'heure actuelle, les premiers à espionner les différents pays sont souvent leurs propres alliés, tout simplement parce qu'on peut être allié dans un objectif, allié militaire, allié dans la lutte contre le terrorisme et combattre sur deux fronts différents des problématiques économiques, par exemple. Et c'est l'espionnage économique qui est majoritaire. Tel qu'il fonctionne, qui défend les intérêts des États-Unis de par le monde et qui n'hésite pas à aller prélever une information en Allemagne, une information en France, une information ailleurs. Et ça, c'est toujours fait. Le monde du renseignement est par essence un monde secret, un monde très très discret, dans lequel officiellement personne n'espionne personne et dans lequel, de toute façon, il ne faut pas se faire prendre. C'est tout. Oui. Donc, on continuera à s'espionner réciproquement les uns les autres. Alors, je ne doute pas que les Suisses n'espionneront pas les Allemands n'espionneront pas les Suisses, mais dans le reste du monde... Vous n'en doutez pas? Vous pensez que ce n'est pas que de la façade? Je sais pas. Il faut laisser un peu de chance au temps. Je pense pas que ça durera sur le long terme. Ça va durer un temps. Je pense pas que ça durera sur le long terme. Il suffit qu'une crise apparaisse entre les deux pays pour qu'une nécessité de surveillance mutuelle se fasse. Ce sera plus facile à respecter pour la Suisse, qui est un pays neutre, que pour l'Allemagne, qui a des intérêts à défendre. Oui, et puis qui a une économie évidemment due à sa taille, un peu différente de celle de la Suisse. Alors vous êtes, Christian Ingroom, on l'a dit, grand spécialiste de la cybersécurité et de la cyberdéfense. En Suisse, on en est encore aux prémices avec un organe qui s'appelle Mélanie, c'est l'organe de la Confédération, c'est un acronyme rattaché au département des finances, et ça c'est une spécificité suisse et pas au département de la défense, et qui se contente de recenser les attaques qui visent le public ou le privé, de faire des recommandations. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est armé là? Est-ce qu'on est assez équipé? Alors, je pense que la Suisse, c'est comme la plupart des pays, elle a besoin d'aller plus loin dans son modèle de protection et dans son modèle de contre-attaque également. C'est une prise de conscience qui a été assez lente. On a vu ça en France, on a vu ça en Grande-Bretagne, on a vu ça aux États-Unis. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, pour ne citer que ces trois pays, ont partiellement rattrapé le retard. La France a 500 personnes maintenant au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il faudrait monter à 1 millier pour arriver à quelque chose de réellement cohérent. Il faut monter de front à la fois la compétence des services de renseignement, des services de police judiciaire, des magistrats, parce qu'il faut après des gens pour poursuivre les dossiers et les enquêtes. Donc ça fait beaucoup de gens à former, à monter en puissance, et il faut trouver les compétences. On n'a pas nécessairement les compétences à l'heure actuelle dans l'ensemble des pays. Alors, le Conseil fédéral a décidé de tripler le nombre d'experts au sein de l'armée. D'ici 2020, ils vont passer de 50 à 150. Est-ce que ça, c'est suffisant pour rester professionnel? C'est suffisant si ça correspond aux besoins qu'exprime l'armée et si ça correspond au front à mettre en forme. Moi, je suis partisan de systèmes de défense dans lesquels on se pose les questions différemment. Là, on fasse une analyse des risques différents. Le risque d'être envahi par des armées, des chars à l'heure actuelle me paraît très minime. Il faut en être convaincu. Par contre, le risque d'être espionné, et ça on l'a vu régulièrement en Suisse, que ce soit les banques ou que ce soit des entreprises je sais pas moi, des entreprises de l'armement par exemple, ou même des services de l'administration, des services de renseignement lui-même d'ailleurs. Donc le risque d'être espionné de manière cyber est très fort. Le risque d'être attaqué régulièrement est très fort, et c'est là que la défense doit être mise en avant. Donc pour que cette défense soit mise en avant, il faut du personnel en nombre suffisant, des moyens, de la formation, et puis une sensibilisation accrue de l'ensemble des acteurs économiques et de l'ensemble des citoyens. On l'a, cette sensibilisation en Suisse ? Vous sentez ça? Je pense qu'il y a encore un gap, comme on dit, il y a encore un écart, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin.
Les grandes entreprises sont conscientes du risque. Les entreprises moyennes, comme dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, sont insuffisamment concernées et les citoyens n'ont pas tous compris. La méthode suisse, on sait, c'est que la Confédération laisse le soin aux grandes entreprises justement de gérer elles-mêmes leur cybersécurité. Est-ce que ça, stratégiquement, c'est la bonne méthode ou est-ce que c'est une erreur? Alors c'est une bonne méthode parce que c'est une méthode qui permet la prise de responsabilité directe par les entreprises. C'est une méthode qui doit être complétée aussi par une stratification des niveaux de compétences. La Suisse repose sur 3 niveaux principaux, la commune, le canton et la fédération. On peut même dans le cas de la cybercriminalité, de la cybersécurité à développer, qui sont pourtant des notions internationales, très rapidement, on peut quand même faire travailler ces 3 niveaux. Et on doit avoir un partenariat public-privé beaucoup plus fort certainement entre les entreprises, les partenaires sociaux, les universités et puis l'État. L'État, le canton, l'État et le canton, ça suffit. Oui, donc ça marche pour autant que les gens soient bien conscients. Mais vous l'avez dit, là, il y a encore une certaine marge de progression. Il y a une marge de progression énorme, oui, bien sûr. Alors, on a un article qui va vous intéresser, c'est le secret digital, Jérôme Jeannin. Est-ce que le secret digital va remplacer le secret bancaire en Suisse? C'est 24 heures qui pose la question ce matin. Oui, figurez-vous que les data centers, ces centres d'hébergement informatique, se multiplient. Il y en aurait près de 80 en Suisse, dont une bonne partie sur l'arc lémanique. Souvent, leur localisation reste secrète, mais exceptionnellement, 24 heures a pu visiter le dernier en date qui sera inauguré la semaine prochaine à Glon, un bunker d'un nouveau genre qui a coûté 150 millions pour accueillir des serveurs informatiques. Peut-être une nouvelle poule aux œufs d'or pour la Suisse, qui devient le cœur sécurisé de l'Europe, titre 24 heures. Il faut dire que même si le secret bancaire a vécu, la notion de secret, de coffre-fort même, reste très présente dans la législation fédérale, ce qui rassure les clients étrangers visiblement, même si rien n'indique qu'un serveur est moins sécurisé dans d'autres contrées. Bon, là, on est au cœur de ce que vous connaissez. Christian Agroum, est-ce que la Suisse, après le secret bancaire, va mettre en place le secret digital et devenir un fer de lance de la sécurité numérique? Est-ce que mais j'espère. J'espère. C'est une idée que je soutiens moi-même depuis quelques années, depuis que je suis en Suisse. J'y crois fortement. J'y crois fortement quand on a vu baisser la notion de secret bancaire du fait des législations internationales en Suisse. Il reste le symbole. Il reste le symbole fort d'une Suisse neutre, d'une Suisse qui a une juridiction qui permet de protéger les données de manière forte et qui a ce bunker au fin fond d'une montagne dans lequel elle peut cacher des choses précieuses. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et en mettant ça, et en plus derrière, on a des acteurs économiques qui sont forts et qui ont la capacité d'investir dans ce type de data center. De data center, oui, dans ce type de mission. Donc voilà, on a les éléments qui sont réunis pour pouvoir faire de la Suisse un coffre-fort digital et être très attractif à l'égard de l'ensemble des pays de la planète. Pourquoi? Parce que c'est dès lors que les données sont détenues dans un pays, c'est la législation de ce pays qui s'applique. Et lorsque on travaille dans le lorsqu'on travaille dans le cloud à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans cette espèce de nuage des données réparties dans le monde, on a intérêt de savoir où se trouvent nos données. Oui, donc la Suisse a ses arguments à défendre vis-à-vis de l'étranger. Un mot quand même, avant de parler de la France, un mot quand même sur les États-Unis. Vous avez suivi le licenciement avec effet immédiat du patron du FBI, James Comey, par Donald Trump, tout ça sur fond d'accusations, de campagne pilotée par les Russes. Comment vous lisez cette affaire-là, Christian Agroum? Je lis cette affaire tout simplement comme l'évidence du spoil system américain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est président, à partir du moment où on dirige un pays, on a besoin d'avoir autour de soi des gens auxquels on peut avoir confiance. Il est évident que le président américain actuel n'a aucune confiance dans le patron du FBI. Il le prouve. Alors pourquoi? Parce que celui-ci aurait des éléments qui permettraient d'eux? Je sais pas, pareil. Moi, je n'aime pas juger les affaires en cours tant qu'elles sont pas... Enfin, je n'aime pas parler des affaires en cours tant qu'elles ne sont pas jugées. Mais si une collusion avec la Russie avait vraiment eu lieu en vue des élections présidentielles de novembre 2016, est-ce qu'on le saurait? Est-ce qu'on pourrait... Ou est-ce qu'on pourrait... finira par le savoir. On finira par le savoir. On finira par le savoir. On ne peut pas garder un tel secret, c'est ça la question. On ne peut plus garder de secret. C'est difficile maintenant. On est dans un monde dans lequel...
entre les donneurs d'alerte et l'effet Snowden, tout le monde se sent dans l'obligation de révéler la part de secrets qu'elle dispose. Donc à moins d'avoir justement un service de renseignement dans lequel on arrive à cadrer les informations et à les conserver le plus longtemps possible, et même dans ces cas-là, regardez la NSA et l'affaire Snowden, on a des risques de fuite d'informations. Sur un dossier qui est aussi lourd, qui est aussi gros, tôt ou tard, on finira par le savoir. Donc c'est ça la conclusion provisoire de cette interview, mais on est quasiment à la fin, on ne peut plus garder le secret, et ça vient d'un spécialiste. Ça devient difficile de garder les secrets, mais ce n'est pas uniquement des raisons physiques, ce ne sont pas des raisons techniques uniquement, ce sont des raisons comportementales. On est dans une société... L'évolution numérique, c'est une évolution avant tout, c'est ce que la plupart de nos concitoyens ont du mal à comprendre, c'est une évolution sociétale. On est en train de changer de société, on est en train de changer de manière d'être, de manière de vivre, de manière de travailler, de manière de réfléchir, de manière de faire la politique. On va y venir. Et on va le voir, et on le voit en France actuellement, mais on l'a vu dans d'autres pays. C'est ça la révolution numérique. Et c'est une révolution qui va bouleverser notre vie. Comportementale, on retient le terme. Alors, la politique, on y vient pour terminer. Bernard Kouchner en interview dans Le Temps. Jérôme Jeannin pour l'ancien ministre. L'élection de M. Macron est la meilleure chose qui soit arrivée à la France depuis longtemps. Le cofondateur de Médecins sans frontières a été ministre dans des gouvernements de gauche, mais aussi de droite. Il salue l'avènement de Macron et de son mouvement, surtout parce qu'il apporte un vrai renouvellement de la politique française. Kouchner qui voit dans cet avènement l'opportunité, enfin, d'une entente entre la gauche et la droite, appelée à collaborer pour trouver des compromis. Kouchner qui avait été exclu du Parti socialiste à l'époque quand il a rejoint le gouvernement Sarkozy, qui se définit comme un sociodémocrate, qui critique vertement le revenu universel préconisé par Benoît Hamon et qui qualifie de ridicule les menaces d'exclusion qui pèsent sur Manuel Valls. Interrogé sur l'avenir du Parti socialiste, Kouchner estime qu'il aura besoin de plusieurs années pour se remettre sur pied. Alors de Suisse, Christian Agroum, comment vous avez vécu cette élection de M. Macron? C'est vraiment une nouvelle ère, pour reprendre vos termes, une nouvelle manière de faire de la politique, ou c'est faire du neuf avec du vieux, ou du vieux avec un jeune, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Alors de Suisse, justement, ça me permet depuis quelques années que je suis en Suisse d'avoir une vision totalement différente de la politique française. D'abord parce que les médias suisses ont une vision qui est souvent plus objective de la politique française, et puis ce recul permet de réfléchir différemment. J'en arrive à avoir cette réflexion qu'ont les Suisses quand on leur pose ce genre de questions. Ils disent les Suisses ont voté. Moi je dis maintenant les Français ont voté. Il faut laisser au président qui va prendre ses responsabilités dimanche prochain le temps de montrer de quoi il est capable. La difficulté qu'on a en France, c'est que le français est râleur et que sitôt le président élu, on est déjà face à une guerre des partis, un délitement des partis. Ça correspond à une réalité que les partis eux-mêmes n'ont peut-être pas encore compris. C'est-à-dire que les Français en ont un petit peu marre de cette organisation politico-politicienne qui tient... C'est pour ça qu'ils ont élu M. Macron, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est lui qui l'exprime et il exprime à travers son élection un ras-le-bol un petit peu d'une majorité de Français. Donc je pense qu'on va assister pendant les 15 jours qui viennent jusqu'aux législatives à un déchirement et on va assister à un deuxième déchirement après les vacances puisque les syndicats vont certainement entraîner pas mal de Français dans la rue.